Bonjour et bienvenue à la 71e diffusion de 5e dimension. Suite de la diffusion 70, l'autre histoire. Il est intéressant de noter la synchronicité entre cette diffusion et l'actualité. La Russie va-t-elle reprendre la main sur l'Europe? À la fin de cette vidéo, vous trouverez un message d'Alex de la Confédération Galactique que j'ai reçu il y a quelques jours dans les commentaires de la diffusion 48, Retour vers le futur. Au XVIe siècle, l'Empire a atteint l'apogée de sa puissance et de son essor. C'est Moscou qui est devenu sa capitale après Yaroslavl de Novgorod la Grande sur Volga. À la place du petit village sur le lieu de Moscou actuel, on a commencé un chantier grandiose sur lequel ont travaillé les meilleurs maçons, appelés de différentes provinces. D'abord, on a construit la ville souterraine à ciel ouvert. Ensuite, on l'a recouverte et construit la ville en surface, Moscou. Ce chantier gigantesque a laissé une impression profonde sur les contemporains et il a été décrit sur de nombreuses pages des œuvres du XVIe-XVIIe siècle, soi-disant antiques. Le Moscou du XVIe siècle a été décrit chez Hérodote comme le labyrinthe égyptien et dans la Bible comme la restauration de Jérusalem. Au milieu du XVIe siècle, le Tsarat de Kazagne, ou le célèbre Khaganat khazar, est devenu le centre de la religion judaïque. Le tsar de Kazagne, soit le Khagan khazar, et sa cour se sont convertis au judaïsme. Après cela, Kazagne a tenté de se séparer de l'Empire. En 1552, le tsar Khan, Ivan le Terrible, a cruellement réprimé l'insurrection de Kazagne. Il ne faut pas penser que le judaïsme médiéval de Kazagne ou de Khazar et le judaïsme moderne, c'est la même chose. Beaucoup de notions modernes ont été remplies dans tout un autre sens au Moyen-Âge. Judaïque signifiait loin Dieu. Au XVe-XVIe siècle, on appelait Judée la Byzance, avec sa capitale évangélique à Jérusalem-Istanbul. Durant l'époque des désaccords religieux, n'importe quelle province de l'Empire pouvait se nommer Israël, pour souligner sa justesse dans un débat religieux. En premier lieu, le mot Israël, soit combattant pour Dieu, était un terme religieux pour nommer l'Empire russe du Moyen-Âge. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, dans l'Europe occidentale, se sont rebellés les vassaux de la Horde, qui ne voulaient plus se soumettre à un tsar Khan, lointain de Novgorod la Grande, et qui voulaient devenir des rois souverains. On a choisi le drapeau de la séparation religieuse de l'Empire en tant que base idéologique de la rébellion. Les rebelles réformateurs ont utilisé le prétexte du luthéranisme apparu en Europe pour la sécession politique de l'Empire. Après avoir réprimé la rébellion à Kazagne, la Russe Horde a tourné son regard vers l'Europe en ébullition. On a pris la décision d'y envoyer une armée punitive. Dans les sources russes, ces événements sont reflétés comme le début de la guerre de Livonie. Il faut souligner qu'en réalité, ici, on appelle la Lituanie toute l'Europe occidentale. Plus tard, les historiens ont malicieusement prétendu qu'il ne s'agissait que de la petite Lituanie baltique moderne. En réalité, au XVIe siècle, le Grand Empire avait essayé de soumettre toute l'Europe occidentale. C'est seulement plus tard que les historiens ont présenté les choses comme si l'expédition punitive se dirigeait seulement contre la petite Lituanie baltique et non pas contre toute l'Europe occidentale. On a commencé la préparation à la grande expédition punitive vers l'Europe occidentale, mais en ce moment les troubles ont surgi dans la capitale, en se transformant en terreur et en oprichnina. Selon nos recherches, dans l'histoire russe, sous le nom d'Ivan le Terrible, sont cachés 4 tsars réels qui se sont succédés. Plus tard, les historiens des Romanov ont malicieusement réuni ces tsars sous un seul nom d'Ivan le Terrible. Le premier tsar, Ivan IV, durant son règne a été prise Kazagne. Plus tard, le tsar Ivan IV est tombé malade. Il est devenu le bienheureux et a délaissé la gouvernance.
Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom de Basile le Bienheureux. En son honneur, sur la place rouge de Moscou, on a construit l'imposante cathédrale de l'Intercession de la Vierge, qui est couramment appelée la cathédrale Basile le Bienheureux. Ensuite, c'était le jeune fils d'Ivan le Terrible, Dimitri, qui est devenu le tsar. C'est en son nom que durant 10 ans, le pays a été dirigé par la Rada élue, soit un conseil tutélaire avec Odachev en tête. C'est justement dans cette période qu'a commencé la guerre de Livonie, qui avait pour objectif la répression de l'Allemagne embrasée par la réforme protestante. Après la mort tragique du tsar adolescent Dimitri, c'est son frère cadet Ivan qui est monté sur le trône. Après l'avènement du petit Ivan, l'État a été en fait dirigé par ses parents, du côté de sa mère, partisans de l'Occident, les Zakhariev Romanov. C'était eux qui ont élevé Ivan. Au résultat, pendant quelque temps, le pouvoir a été entre les mains d'un groupe de luthériens que l'Église orthodoxe russe avait appelé les judaïsants. Ils ont saboté la guerre de Livonie, c'est-à-dire l'excursion punitive vers l'ouest déjà commencée. Dans l'histoire russe, ce fut l'époque de l'Oprichnina. Il s'est passé un des plus grands massacres de la noblesse de la Horde, et parmi eux, des héritiers du trône de la Russe Horde, ainsi que la destruction de l'ancienne capitale russe Yaroslavl. La célèbre Oprichnina a été défaite à Moscou en 1572. En ce temps, les massacres ont déjà concerné l'Oprichnina elle-même. En fait, c'était l'échec du plan des Zakhariev. Suite à ça, le pouvoir a été pris par Simeon Bekbulatovitch, le chef des assemblées provinciales, membre de la famille tsariste. Il a pris le prénom royal d'Ivan et a tenté de continuer la guerre de Livonie. Mais les forces russes ont été amoindries par les troubles et par la terreur. Selon l'opinion des auteurs de la nouvelle chronologie, plus tard, ces 4 tsars ont été réunis dans un seul personnage, celui d'Ivan Vassilievitch le Terrible. Ainsi, à la fin du XVIe siècle, l'Oprichnina a subi une défaite et le pouvoir de l'ancienne dynastie de la Horde a été restauré. C'était une nouvelle branche dynastique. Simeon Ivan, ensuite son fils Fédor Ier et ensuite Boris Godunov. Malheureusement, il était trop tard. Les protestants avaient déjà solidement infiltré la cour du tsar de la Russe Horde. Peu de temps après, ont suivi de nouveaux troubles importants du début du XVIIe siècle. Le pouvoir a été accaparé par les Romanov. Suite à une politique pro-occidentale des Romanov et à l'affaiblissement militaire et politique de la Russie, l'Empire s'est désintégré en plusieurs pays. La Russie, la Turquie, l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne, la Suède, la France, l'Espagne, l'Égypte, l'Angleterre, la Chine, l'Inde, l'Amérique, le Japon et d'autres pays d'Europe et d'Asie. En Europe, les anciens vassaux de l'Empire mongol, détachés de la métropole, engagent une bataille acharnée pour les terres et pour l'influence. Éclatent des guerres violentes, connues aujourd'hui comme les guerres de la réforme protestante. Le partage furieux de l'héritage du Grand Empire a duré plusieurs décennies. Avec l'objectif de fonder le droit au pouvoir dont ils se sont emparés et qu'ils ont partagé, les usurpateurs rebelles en Occident et les Romanov en Russie ont dû réécrire l'histoire du passé. Le grand empire mongol a été effacé des pages des chroniques. De nombreux événements importants ont été délibérément repoussés dans l'Antiquité lointaine. C'est dans cet objectif-là qu'on a créé la fausse chronologie scaligérienne, qui a délibérément vieilli les dates de nombreux événements du XIVe-XVIe siècle. En créant une nouvelle version mensongère avantageuse de l'histoire, les nouvelles autorités tentaient de prouver leur soi-disant ancienneté et par ce moyen de légitimer leurs droits inexistants au trône.
Dans les provinces devenues indépendantes, les réformateurs introduisent activement de nouvelles langues rapidement inventées sur la base de l'ancienne langue officielle de l'Empire, le liturgique slave, et à base des dialectes locaux. Ainsi sont apparus par exemple le français, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, ainsi que le latin et le grec ancien. Cela a permis aux rebelles réformateurs de construire des barrières linguistiques entre les populations des nouveaux pays. L'objectif a été clair, détruire l'unité d'autrefois. Mais même après la chute de l'Empire, pour l'Europe, il existait toujours la menace que la crise en Russie puisse être surmontée. Le succès de la rébellion de la réforme protestante n'avait pas encore été fixé et globalement dépendait du bon vouloir du tsar moscovite Romanov, bien qu'il ait été l'allié européen. Aujourd'hui, il est le protégé et l'allié, et demain, il peut changer d'avis. De plus, il y avait la Turquie ottomane qui n'avait subi aucune défaite. Le foyer de l'insurrection, l'Europe occidentale, faisait tout pour empêcher toute possibilité de restauration du grand empire mongol. N'ayant pas assez de forces militaires pour cela, les politiciens européens ont mis l'accent sur le travail diplomatique. L'Europe s'est fixé l'objectif de briser l'ancienne alliance de la Russe horde et de la Turquie ottomane. Cette tâche a été réalisée avec succès. Les Romanov ont commencé à réaliser une politique qui repoussait la Russie de la Turquie. Les guerres russes-turques ont débuté à cette époque. À ce moment, pour la Russie et la Turquie importait autre chose que l'Europe. Les pays étaient occupés par leurs conflits. L'Europe a eu un répit pour quelque temps. L'avant-dernière tentative de la Horde d'accéder à nouveau au pouvoir, c'était ce que l'on nomme le soulèvement de Stenka Razine, qui en réalité n'était pas un soulèvement mais une guerre entre les deux pays éclats de l'ancien empire. Plus précisément, entre l'État de Moscou, où le pouvoir était déjà entre les mains des boyards rebelles Romanov, et entre l'État d'Astrakhan, du sud de Russie, où étaient au pouvoir les descendants de l'ancienne dynastie de la Horde. Stepan Razine était le chef de guerre des troupes d'Astrakhan de la Horde. Durant cette guerre, les Romanov se sont beaucoup appuyés sur le soutien militaire de l'Europe. Leurs troupes les plus fiables, les régiments des reîtres, étaient complétés par des mercenaires venus de l'Europe. La guerre s'est terminée par la défaite des forces de la Horde et les territoires de l'État d'Astrakhan ont été rattachés à Moscou. Mais il existait encore l'énorme État de la Horde russe, incluant les territoires de la Sibérie, de l'Extrême-Orient et une grosse partie du continent nord-américain. Ce pays s'appelait la Grande Tartarie. Au XVIIe-XVIIIe siècle, on a réprimé tous les foyers de résistance des anciennes dynasties mongoles. Ainsi, par exemple, les civilisations de la Horde sur les territoires américains ont été noyées dans le sang par les armées des réformateurs européens arrivés ici au XVIIe-XVIIIe siècle. Plus tard, toutes les cruautés de cette opération ont été repoussées par les historiens européens approximativement de 200 ans vers le passé, au XVe siècle, et ont été attribuées à l'époque de la colonisation de l'Amérique par la Horde et par l'Ottomanie. En ayant appelé mensongèrement la colonisation assez pacifique du XVe siècle par la Horde, la conquista espagnole sanglante. Par ce moyen, un tapis-noir, on a repeint sur le papier le blanc en noir et inversement. Ils ont remis leur barbarie sur le dos des autres. À la fin du XVIIIe siècle a eu lieu la guerre très connue avec Pougatchev. Ces événements des années 1773-1775, ce n'était pas la répression du soulèvement des paysans et des Cosaques, comme on nous explique aujourd'hui. C'était une vraie grande guerre des Romanov avec le dernier État indépendant de la Horde russe, avec la Grande Tartarie, dont la capitale était une ville sibérienne, Tobolsk.
Seulement après avoir gagné la guerre avec Pugachev, les Romanov ont eu pour la première fois l'accès à la Sibérie. Et seulement en ce moment-là, les Américains ont eu l'accès à la moitié ouest du continent nord-américain. Et ils ont vite commencé à la conquérir. Mais les Romanov n'ont pas dormi non plus. Au début, ils ont réussi à s'emparer de l'Alaska, mais au bout de compte, ils n'ont pas pu la conserver. Suite à la défaite de la Grande Tartarie sur les ruines de l'Empire de la Horde, en Amérique sont apparus les États-Unis d'Amérique. Le partage de l'Empire s'est terminé déjà au XIXe siècle et ce festin des vainqueurs a été totalement effacé des pages des manuels d'histoire. Même au XVIIIe siècle, le règne des Romanov, encore et globalement, était une forme d'occupation de la Russie par les étrangers. Le servage en Russie a été instauré par les premiers Romanov, et ce n'était rien d'autre que la mise en esclavage de la population autochtone sur les territoires de l'ancienne métropole conquis par les étrangers. On avait détruit des traditions et des coutumes centenaires du peuple russe. On avait tenté de réaliser une réforme majeure de l'Église orthodoxe russe. Bien qu'elle ait eu mené au schisme, cette tentative globalement n'avait pas abouti. Seulement après plusieurs décennies, vers la fin de leur règne, les Romanov ont changé, pour ainsi dire muté, sous effet de nombreux facteurs de la vie russe, et sont devenus des tsars d'esprit russe. La Russie, occupée par des Européens au XVIIe siècle, a globalement assimilé le régime des Romanov essentiellement pro-européen au départ. Après la guerre avec Pugachev, après avoir bien établi leur pouvoir et s'être retrouvés en tête d'un énorme pays, les Romanov se sont sentis les vrais maîtres d'un grand et riche État. Ils se sont libérés de la soumission, ont perdu la piété vis-à-vis de leurs anciens maîtres en Occident et ont décidé de restaurer l'Empire russe au sens large de son mot. Ce n'est vraiment pas évident pour quelqu'un qui prend connaissance pour la première fois de la nouvelle chronologie de Fomenko et de Nosovsky. Il est assez difficile de traiter de l'histoire. De plus, le volume de l'information à retenir est trop important. Mais une idée juste sur le passé est tellement importante que tout le temps dépensé pour l'acquisition de nouvelles connaissances sera justifié. Beaucoup de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui deviennent claires seulement si on connaît la vraie histoire du monde. Bien sûr, nous comprenons que ça sera compliqué pour un néophyte qui voudra se faire une idée plus profonde de tout ça. Certaines personnes peuvent même éprouver un choc en apprenant notre version, tellement elle est différente de la version historique actuelle. Néanmoins, nous sommes persuadés que ceux qui voudront étudier attentivement, connaître les faits, comprendre la logique de nos recherches, ils adhéreront assez rapidement à notre point de vue. Dans l'histoire a mûri une révolution comparable à celles qui sont arrivées dans les sciences naturelles. L'humanité ne peut pas se permettre de piétiner sur place éternellement, surtout lorsque se sont mis en place des réels fondements pour la révision des dogmes établis. Des changements dans nos idées au sujet du passé sont inévitables et nécessaires, car la chronologie juste de l'histoire se répercute sur de nombreuses sciences dans lesquelles elle représente un des fondements pas toujours évidents, comme dans la climatologie et la prévision de tremblements de terre, dans l'évolution des populations et la sociologie, dans la linguistique et la culturologie et la psychologie, et dans de nombreuses autres sciences. La nouvelle chronologie supprime un grand nombre de contradictions et de mystères en donnant des explications simples et logiques. La chronologie et l'histoire d'avant le XVIIIe siècle de notre ère constituent un fondement de plusieurs concepts politiques et d'idées contemporains. Par exemple, tous les différents territoriaux en pratique se basent sur l'ancienneté de la présence d'un tel ou tel peuple sur un lieu donné. Ces conflits et différends s'enracinent dans la chronologie. En cas de changement de la chronologie, changeront aussi les prétentions territoriales.
Les religions contemporaines ont toutes la même source. La compréhension de ce fait doit servir à supprimer les contradictions sensibles qui surgissent depuis l'époque de la Réforme protestante. Avec la séparation de l'Empire en plusieurs pays-provinces, sont apparus de nouveaux courants chrétiens. Certaines différences avaient bien été présentes dans les cultes chrétiens avant la scission de l'Empire, mais ces différences n'étaient pas tellement significatives pour que la religion commune se divise en plusieurs courants qui se différencient si fortement. Aujourd'hui, l'humanité pourrait se tourner à nouveau vers cette source religieuse pour enrayer les conflits religieux. L'introduction de la version existante de l'histoire a conduit à l'éloignement, à la séparation des peuples, qui se croient maintenant des fractions à part et indépendantes de l'humanité. Il est évident que l'histoire juste contribue à former une conception du monde juste. Dans le cas contraire, on a une image du monde qui est faussée. Mais en premier lieu, l'histoire elle-même doit devenir une science, et elle est en train de le devenir.